Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait pas longtemps du tout. J'ai l'habitude de commencer mes lives par ça faisait longtemps, mais en fait, bah non, on s'est vu littéralement hier. Donc hier, évidemment, c'était l'heure du débriefing du week-end d'Imola en F2, en F3. Et là, bah, c'est l'heure de la preview du week-end de F2, F3 à Monaco. Mais pas que, il y a aussi le retour de la Freca, à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche de la saison, évidemment qu'on va suivre de très près, puisque bah évidemment voilà, on a des Français engagés en très grand nombre et un nombre de pépites incroyables, peut-être autant qu'en Formule 3, c'est dire. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi eu quelques petites informations, il y a aussi quelques petites nouvelles informations, comme le calendrier 2025 de Formule 2 et de Formule 3 qui est sorti. J'ai pu incorporer ça dans le magnifique PowerPoint. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Merci aussi à Tomician17 qui a follow la chaîne durant la nuit. Donc merci beaucoup. Écoutez, on peut commencer sans plus tarder. Attendez, est-ce que j'ai fait une boulette? Non, j'ai pas fait de boulette, tout va bien. Hop. Voilà, F2, F3, Freca. Et on commence déjà avec ce nouveau calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce calendrier? Pour être honnête, bah, j'en suis très content. J'en suis même plus content que le calendrier actuel parce qu'il y a une nouveauté, c'est qu'on commence par Melbourne. Et je suis désolé, mais pour moi, ça, commencer la saison de F1, F2, F1, F2, F3 à Melbourne, c'est, je sais pas, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré. C'est les mêmes circuits, malheureusement. Il y a un problème pour moi, c'est le manque de rotation des circuits. C'est toujours les mêmes circuits, aussi bien en F1 qu'en F2 qu'en F3. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Dans ces trois championnats-là, on devrait avoir de la nouveauté, puisque ça, c'est clairement un truc qui va faire que les gens vont se lasser assez vite de voir toujours les mêmes circuits. Qatar a déjà les F2 et F3 cette année. Le Qatar aura les F2, pas les F3, et d'ailleurs l'an prochain il n'y aura toujours pas les F3. Mais oui, il y a toujours ce problème de ce gap entre le 12e et le 13e meeting, donc entre l'antépénultième et le pénultième meeting, avec une pause de 2 mois qui fait que voilà, il va y avoir une énorme pause et que toute la bataille au titre en Formule 2 va être mise en suspens pendant 2 mois. Et le problème, c'est que quand c'est des pilotes qui sont en bataille pour le titre F2, c'est des pilotes qui sont candidats pour la F1. Et ça, c'est dommage. Je sais que les pays du Moyen-Orient euh, euh, investissent beaucoup pour faire en sorte d'accueillir la F1, mais aussi la F2, car c'est les futures pépites de demain, etc. Et que donc ils veulent avoir la F2. Mais franchement, c'est dommage, ça leur sert pas. Moi, je vais me répéter, mais j'avais adoré l'idée qu'avait fait le GP2 en 2011. En 2011, la saison s'était achevée à peu près en même temps que la F3, pendant la saison européenne, donc ça se finissait début septembre. Et après, il y avait une manche supplémentaire à Abu Dhabi, qui était une manche hors championnat, qui servait à ce que les équipes préparent la saison d'après. Ça, franchement, c'était vraiment cool. Ouais, Zandvoort a perdu les formules de promotion. Ouais, Zandvoort, d'ailleurs, qui n'est pas au calendrier F2, F3 cette année. Euh, pour moi, je vais pas dire que c'est une aberration, puisque c'est vrai que Zandvoort, c'est pas le circuit le plus qui convient le plus, c'est pas le circuit qui répond aux plus grands standards de sécurité quand même. Je pense qu'on l'a vu lors de certains accidents, je pense notamment Freca, l'accident qu'il y avait eu il y a 2 ans entre Esteban Masson et Pietro Deliguanti, où il y a une voiture qui fait des tonneaux qui passe au-dessus des grillages de sécurité. Bon, il y a des choses comme ça à Zandvoort qui fait que c'est un peu un circuit archaïque, mais quand même, quand t'as un champion comme Max Verstappen qui domine la F1, quand quand t'as pas mal de pilotes néerlandais qui émergent, bon évidemment on a le souvenir quand même, on est obligé d'en parler ce week-end, mais vu que la Freca revient à Spa-Francorchamps, mais il y a évidemment le souvenir de Dylan Vanthoff, qui était un pilote néerlandais talentueux. Bon voilà, ils ont peut-être la F1 Academy, Zandvoort, bah ils l'ont cette année. Je sais pas, la F1 Academy n'a pas annoncé son calendrier en même temps. Donc ils vont attendre un peu, mais normalement ce sera toujours en support des Grands Prix de Formule 1.
Sinon, ils peuvent pas faire une manche détachée de la F1, genre à Hockenheim ou un circuit européen du genre en octobre. Mais s'il vous plaît, genre Hockenheim, oui, Hockenheim ou Paul Ricard ou un truc en France, hein, je dis pas non, mais euh, aussi en octobre, le souci c'est que si on fait Hockenheim, ça commence à poser quelques soucis, puisque Hockenheim, en octobre, il peut facilement y avoir des conditions climatiques assez particulières. Paul Ricard, ça serait une bonne sécurité, mais maintenant je sais que c'est devenu... Enfin, maintenant, tous les meetings de F2, F3 sont en soutien de la F1. Fut un temps, il y avait quelques exceptions. Je me souviens, je crois, d'un meeting à Jerez, en Espagne, de F2 ou de GP2, qui avait été fait, je crois, en 2017, quelque chose comme ça. Malheureusement, ça n'arrivera plus, visiblement. Ça n'arrive plus. En tout cas, c'est pas dans les plans. Ou même dans le temps, la Formule 3000, qui est l'ancêtre du GP2 et de la Formule 2, il y avait un calendrier indépendant de la F1. Bon, pour moi, faut trouver un compromis, mais c'est un peu dommage. J'aimerais bien voilà, qu'il y ait quelques manches qui soient un peu en dehors des Grands Prix de F1 et qu'on puisse laisser un peu de la place à d'autres championnats, style la FRECA, style par exemple des championnats de F4 nationaux, la F4 italienne, la F4 espagnole, la F4 française et tout. Enfin, ça serait bien s'il pouvait y avoir un peu plus de diversité, mais bon, évidemment, c'est la FOM qui est promotrice de la F1, de la F2, de la F3 et de la F1 Academy, donc c'est logique qu'ils en gardent que pour eux. Mais c'est un peu dommage. Mais voilà, après, bonjour à ceux qui rejoignent, hein, à ceux qui sont déjà là pour les premières minutes du live, vous avez pas loupé grand chose. Le calendrier F3, pour moi, je trouve que c'est un banger absolu. Il y a un peu moins cet effet de pause comme on a eu cette année. On enchaîne quand même assez bien, mars, avril, mai, juin, juillet, enfin il y en a un peu tout chaque mois. Donc la F3 euh, c'est vraiment un très bon équilibre qu'ils ont trouvé là. Alors que voilà, cette année on a quand même eu un gap de presque 2 mois entre Melbourne et entre Imola. C'est bien qu'ils aient réussi à trouver une solution un peu intermédiaire. Pour la F2, on n'aura pas la pause du début de saison comme on a eu, mais encore, voilà, la pause de fin d'année. Ça finit tôt la F3 quand même, ouais c'est vrai, ça finit tôt la F3, mais ça finit début septembre et ça permet aussi à ce que certains pilotes de F3 montent directement en F2 sur la fin d'année, sur les 2 dernières manches. Ça s'est déjà vu. Théo Pourchère l'avait fait. On a eu les exemples aussi de Colapinto, de Paul Aron l'an passé. Ça fait bizarre de commencer par Melbourne. Ah non, ça ne peut pas dire que ça fait bizarre. Je sais pas, pour moi en tout cas, dans mes souvenirs d'enfance, il faut une saison de F1, ça commence à Melbourne, obligatoirement. Mais moi, franchement, Bahreïn, je crois que Bahreïn, j'ai fait une overdose de ce circuit. J'ai fait vraiment une overdose de ce circuit quand il y était passé fin 2020 2 fois et début 2021. Genre, il y avait eu un enchaînement de 2, 3. On l'avait eu 3 fois en 4 grands prix. J'ai eu une overdose de ce circuit, c'est dommage. Euh, Bah ouais, Neil, il y a plus cette pause de fou entre l'avant-dernier et le dernier Grand Prix. Maintenant, la pause, elle est entre l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier. Comme cette année, au final, ça change pas, malheureusement. Donc, donc voilà, mais après c'est logique, hein, on va pas ramener la F2 à Singapour, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, à Las Vegas. Logistiquement parlant, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, la F1 Academy, enfin, ça fait une explosion des coûts qui est en partie amortie par le promoteur du championnat, mais la F1 Academy, c'est cool hein, de rouler à l'international, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Mais ça fait une explosion des coûts, et je sais pas si le truc est rentable à long terme. Mais bon, la Formula One Management est blindée de thunes, donc ils peuvent se le permettre. Pourquoi avoir la F2 à Melbourne mais pas à Austin? Ça, franchement, ouais, c'est les Australiens qui ont vraiment investi, même, enfin, la F3, enfin, c'est une anomalie aussi d'aller jusqu'à Melbourne. Et là aussi, enfin, ça a créé une augmentation des coûts. C'est pas une augmentation folle, vu que c'est que un meeting, mais quand même. Enfin, pour les équipes de F2, de F3, elles sont pas habituées à aller à l'autre bout du monde. Franchement, le truc qu'il y ait les formules de promotion qui aillent à Melbourne, c'est un truc vraiment tout récent, qui date juste de 2023. Donc, et il y avait eu beaucoup de critiques déjà à l'époque. Tout le monde était ravi qu'il y ait le circuit de Melbourne, mais voilà, côté logistique, côté coût, ça, vraiment pour les pilotes, c'est pas génial. Ça a encore un peu augmenté le budget requis nécessaire pour les pilotes de Formule 2 et de Formule 3.
je voulais faire une petite dédicace à l'un de nos subs qui m'a envoyé ce bingo il y a quelques minutes pour le meeting de Monaco. Je vous avoue, je voulais le partager. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que genre, il y a des, il y a des petites pépites. Thiago, je pense que tu es déjà dans le chat, donc voilà, tu peux le commenter si tu veux. C'est vrai qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel car la F2 et la F3 nous offrent un certain divertissement. Je dis pas forcément que c'est pas forcément un jeu à voir. Vous n'êtes pas obligé de prendre un shot à chaque case, mais en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose d'assez amusant là-dessus. Je voulais vous le partager. On passe maintenant. Ouais, Martin se lance son championnat. Bah, voilà, on revoit le classement. Hein, on va passer peut-être un peu assez vite. Hein, on en a parlé. Le championnat, pour Victor Martins, il n'est pas encore vraiment lancé. Hein. Victor, il est 18ème. Il y a certes 3 entrées dans les points sur les 4 dernières courses, mais voilà, c'est pas encore la panacée, quoi. Pour les hôtels, c'est les pilotes qui payent eux-mêmes. Ouais, hormis exception, c'est souvent les pilotes qui payent eux-mêmes. Attendez, pour dépasser les 10 points sur le bingo, franchement, alors, ouais, en vrai, c'est possible. C'est possible. Quelqu'un mime, la roue tourne va bientôt tourner, ça évidemment, une pensée à... Ah purée, c'était que l'an dernier. En fait, je viens de tilter le drama qu'il y avait eu entre Pourchère, la sœur de Pourchère, Martins, etc. avec la roue tourne va tourner. C'était qu'il y a un an. J'avais l'impression, ça fait si longtemps, mais bah non, du coup. Euh... Bon, Antonelli 4ème, ouais, c'est vrai que là, ça commence à être un peu la malédiction. Alors qu'il avait même pas gagné. Mais oui, c'est Vesti qui avait gagné l'an passé. C'est Vesti qui avait gagné l'an passé. Évidemment, bon, ça avait fait beaucoup parler, hein, cette action de la roue tourne va tourner. D'ailleurs, on sait, elle parlait de quoi? Non, on l'a jamais su, vraiment. J'ai vu des articles comme quoi il y avait eu une explication entre Théo Pourchaire et Victor Martins après coup. Pour moi, j'en ai absolument pas entendu parler. Le drama, en tout cas, comment ça avait été interprété sur Twitter, c'est que Victor Martins et Théo Pourchère ont failli se mettre au tas lors du départ. Enfin, ils étaient côte à côte. Bah évidemment, ils étaient, voilà, ça c'est un. Je crois même pas que ça soit touché, mais il y a eu des petits tassages, etc. Machin. Et au final, Théo Pourchère, qui partait derrière Victor Martins, a fini devant en course. Et Victor Martins a eu beaucoup de soucis en course. On se rappelle qu'il avait failli faucher des commissaires. Voilà, ça avait été très compliqué. Et, et au podium, quand les pilotes sont arrivés, il y a la sœur de Théo Pourchère, Pauline Pourchère, qui avait fait ce geste en direction de la caméra, genre en mode la roue tourne, quoi. La roue tourne va tourner, comme dirait Franck Ribéry. Ouais, Pauline s'était expliquée sur son geste et avait dit que c'était pas du tout contre Victor Martins, que c'était plutôt contre les critiques qu'il y avait eu sur Théo, sur le début de saison, alors que bah, il jouait le championnat, etc. Et que voilà, je pense qu'avec cette course, peut-être que Théo Pourchère prenait la tête du championnat et qu'il y avait eu ce geste, mais ce geste avait été très mal interprété et tout le monde avait vu ça comme une attaque contre Victor Martins. Voilà. Elle a dit que c'était par rapport à la chance que n'avait pas Théo l'année précédente. Ah, mais c'est arrivé trop tard, Twitter s'était déjà enflammé. Ouais, non, franchement, ouais, bon. Et évidemment, c'est vrai que l'an dernier, Isaac Adjar aurait pu avoir un très beau week-end à Monaco, où il partait en tête, où il menait la course sprint avant d'avoir un énième problème mécanique. Comme quoi, d'une année à l'autre, les choses changent pas tellement. Excusez-moi, toujours malade. Hein. En Freca, nous dit Flo Lament, donc c'est le premier message, merci beaucoup. En Freca, Antonelli avait enchaîné les P2 avant d'enfin gagner et quasi tout prendre le reste de la saison en espérant que ce soit pareil cette saison avec les P4. Honnêtement, je suis pas aussi optimiste. Hein. Je suis pas aussi optimiste puisque en Freca, Antonelli, on voyait qu'il avait le rythme et que il manquait la victoire d'un rien à chaque fois et qu'il était tout proche de la victoire. Là, Antonelli, il n'est pas du tout proche de la victoire. Il n'est pas du tout proche de la victoire. Le rythme de course de Préma, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout.
Et voilà, on l'a vu à Imola, Antonelli a fait 4ème et il s'est fait déposer par Joshua Dirksen sur sa ex-Racing. Donc voilà. Je suis pas super optimiste pour Antonelli, clairement, j'ai l'impression que Prema, ça cale un peu. Ça cale, vous avez compris le jeu de mots, puisque il y a aussi les départs, les embrayages, etc. Bref. Format de qualif comme l'Africa, du coup, oui, on va y revenir. Mais oui, format de qualif un peu particulier avec 2 groupes. Donc vous voyez au classement, au championnat, Zen Maloney est toujours en tête devant Paul Aron et Isaac Adjar. Il y a vraiment un trio qui commence à s'échapper. Attention quand même à Denis Sauger qui reste pas loin. Gabriel Bortoleto et Andrea Kimi Antonelli, les 2 meilleurs rookies. Attention surtout à Gabriel Bortoleto qui est très rapide depuis le début de saison, mais qui a toujours des petits trucs quand même qui font que ça n'a pas réussi à concrétiser. Mais à Imola, il était vraiment pas loin. Après Antonelli, on a Colapinto, Kouchmaini, Enzo Fittipaldi, Jack Crawford, Pepe Marty, Miyata Durksen, Cordil. Attention à Cordil aussi qui a un rythme intéressant. Voilà, je ne l'explique pas, mais voilà, hein, le paranormal existe, hein, il faut croire à la magie. O'Sullivan, Verschoor, Stanek, Victor Martins, 18ème, Villa Gomez, Berman, 20ème, Correa et Taylor Barnard. Enzo Fittipaldi est invisible cette année, bah, on en parlait hier, hein, lors du live d'hier. J'ai absolument pas vu Enzo Fittipaldi. J'ai pas vu Enzo Fittipaldi le week-end dernier, je l'ai absolument pas calculé, j'avais oublié qu'il était en F2. Voilà. Évidemment, ça parle beaucoup d'Isaac, car évidemment, Isaac Adjar, on pense à Monaco, car c'est là où il a explosé aux yeux du grand public, tout est relatif évidemment, en tout cas aux yeux du public qui suit de loin les formules de promotion, et surtout aux yeux de Red Bull. On rappelle que voilà, je vais raconter à nouveau l'histoire d'Isaac Adjar. En 2021, il faisait ses débuts en Freca. Deuxième meeting à Barcelone en support de la F1. Il fait un dépassement complètement dingue sur Gabriel Emini pour le podium, pour son premier podium en Freca, alors qu'il est rookie, etc. Et sur le muret des stands, il y a un certain Sergio Pérez. Et oui, Sergio Pérez qui est déjà chez Red Bull et qui dit à Helmut Marko: hey, vous avez vu le petit français là? Super, enfin c'est complètement dingue ce qu'il fait. Du coup, Helmut Marko, il l'a à l'œil. Et le week-end d'après, l'Africa est encore en support de la Formule 1 et c'est à Monaco. Et là, Isaac Adjar claque une pole position exceptionnelle. Il détruit tout le monde en course. Et voilà, Red Bull le signe le soir même. Red Bull le signe le soir même. Donc voilà. Donc évidemment, on est obligé de parler d'Isaac Adjar à Monaco. Déjà l'an dernier, voilà, il aurait dû être vainqueur lors de la course sprint à grille inversée. Évidemment, il s'était qualifié 10ème. Donc voilà, mais là voilà, on a l'impression qu'Isaac Adjar est en pleine confiance, il est en pleine confiance avec la voiture, avec l'équipe, etc. Voilà, le truc maintenant c'est voilà, faut pas en faire trop, faut pas trop se mettre de pression, faut pas trop penser aux enjeux qu'il peut y avoir derrière, aux enjeux de Formule 1. Voilà, Isaac Adjar a l'air d'avoir vraiment gagné en maturité, en solidité. On va voir ce que ça donne. Il adore ce circuit, voilà, on sait à quel point il peut être transcendé un peu à la manière d'un Ayrton Senna. Je sais que ça le compare beaucoup à... c'est surtout Helmut Marko qui le comparait beaucoup à Alain Prost. Moi, oui, enfin pourquoi pas, mais enfin... je vois pas pourquoi, mais c'est vrai que l'idole voilà, d'Isaac, c'est Ayrton Senna. Et puis voilà, hein, à Monaco, il avait montré que c'est vrai qu'il était un peu plus proche de Senna que de Prost. J'ai jamais compris hein, pourquoi on l'avait comparé à un Alain Prost. Après, s'il peut avoir 4 titres de champion du monde, moi je dis pas non, hein, mais enfin, voilà, les deux. Enfin, je vois pas trop les points de comparaison entre Adjar et Prost en dehors du fait qu'ils sont français. Alors, Break to Twitch qui nous dit Askip Tsunoda est intéressé par As. Non, mais c'est trop, chez As, on a combien de pilotes là? Tous les pilotes sont intéressés. Enfin. Tous les pilotes vont chez As, là, c'est n'importe quoi. Enfin, on a Bernan, on a Zhou, on a Ocon, on a Tsunoda maintenant. Non, non, non. Non, 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 ça aurait aucun intérêt. Ça aurait aucun intérêt pour Tsunoda, qui lui doit plutôt viser une place chez Red Bull ou chez Aston Martin. Chez As, ça aurait aucun sens. Autant essayer de rester là où il est actuellement, quoi. Un autre qui est très bon à Monaco, bah on va y venir. Je vois pas ce que A c'est si attirant, ouais.
Moi non plus. Je pense que c'est juste, voilà, il y a des gens qui ont vu que Hülkenberg avait réussi à se relancer dans sa carrière, mais pour moi, ça vient aussi pas mal du fait que Hülkenberg il était allemand et que du coup Audi le voulait de base. Grosjean et Magnussen, au début, enfin, surtout Grosjean, il avait fait 2-3 premières années excellentes chez Haas. Bah, il est resté chez Haas, hein, il n'est pas monté chez Ferrari ou quoi que ce soit, donc l'idole d'Isaac c'est Flash McQueen. Donc voilà, pour Isaac, faut continuer ce qu'il fait, faut continuer ce qu'il fait. Voilà, faut pas trop en faire. Faut pas trop en faire. Attends, c'est selon Chris Medland. Attends, donc c'est sérieux, hein? Non, attends, j'ai absolument pas vu passer ça, hein. Chris Medland, il a dit que Tsunoda pouvait être intéressé par Haas. Puisque Chris Medland, c'est quand même l'un des journalistes les plus sérieux, hein, du paddock, hein. Je sais pas, là comme ça je trouve rien sur son Twitter, mais bon, écoutez, c'est à suivre, en tout cas un mercato voilà, très ouvert. Et voilà, si Isaac veut être en lutte dans ce mercato, Tsunoda envisage désormais un avenir en dehors du programme Red Bull, ouais, purée, mais ça paraît dingue. Dans off-track, ouais. Tweet de off-track, bah écoutez, je vais cliquer sur off-track. Oh là, oh là. Oh là, je pense qu'on est en train de perdre mon ordi. Je sais pas si vous me captez bien, mais là j'ai voulu ouvrir le tweet d'off-track. Aïe aïe aïe. Je t'ai envoyé en MP. Oui, 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 mais du coup ça... Voilà, j'avais fermé Mozilla. Là il tente de le rouvrir, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Bon écoutez, je vous crois, hein, je crois en tout cas. Hein. Je vous crois, je vais essayer de l'ouvrir. Ah, sur Racer. Oh là, c'est un article entier. Oh là. Bon, je vais pas lire tout ça maintenant, mais je vous crois totalement. Bon, écoutez. Aussi, si voilà, si Tsunoda se sent menacé, ça veut peut-être vraiment dire que Red Bull veut placer Isaac Hadjar en F1. Mais voilà, ça, il va falloir attendre. Il va falloir attendre quand même le reste de la saison. Mais franchement, si Isaac gagne le titre F2, tu peux pas le laisser, tu peux pas laisser sur le banc de touche. Ça aurait aucun sens pour Red Bull. Hein. Après, Isaac en F1 l'année prochaine, c'est totalement crois, mais moi, j'y crois dur comme fer. Tant que les performances continuent, comme ça. Je dis pas qu'il y a besoin d'avoir des victoires tout le temps. Voilà, sur les 4 premiers meetings, il n'y a pas eu que des victoires, mais son rythme, ce qu'il a montré en piste, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut, voilà. Tu penses que Red Bull pourrait favoriser Hadjar plutôt que Lawson? Totalement, totalement. Mais je vous invite à regarder la rediffusion du live d'hier sur la chaîne YouTube Percy VOD. Mais oui, oui, totalement. Si Hadjar fait mieux que ce qu'avait fait Lawson en F2, chose qu'il fait actuellement, hein, Hadjar c'est 2 victoires en course principale en F2, Liam Lawson c'est 0. Je sais que c'est pas le seul, le seul truc sur lequel Red Bull va juger, mais quand même, c'est un point qui est quand même pertinent à souligner. Lawson, je pense qu'il a une capacité d'adaptation bien plus rapide. Le truc, c'est, j'ai vraiment pas l'impression que Red Bull croit que Lawson est un futur grand talent de la Formule 1. Si Red Bull croyait tant que ça en Lawson, ils l'auraient placé dès 2024 et ils n'auraient pas fait appel à un revenant comme Ricciardo, ils n'auraient pas gardé Tsunoda une 4e saison en Formule 1. Un duo Lawson-Hadjar, ça serait logique, mais la question c'est est-ce qu'il y aura 2 places libres chez Racing Bulls? C'est pas sûr. Et dans le doute, s'il n'y a qu'une seule place de libre, il faut que Isaac Hadjar passe devant Lawson dans la hiérarchie. Chose qu'il est en train de faire, je pense. Ouais, Lawson a failli gagner la Super Formula, certes. Mais pour moi, gros talent qui mérite totalement sa place en F1, il y a zéro souci là-dessus. Mais si Isaac continue comme ça, je pense qu'il va passer devant dans la hiérarchie, ou en tout cas qu'il aura une priorité. Après, voilà, dans un monde parfait, qui ne marche que au mérite, etc., Tsunoda, si ça continue comme ça, monte chez Red Bull, et ça laisse 2 places libres avec Hadjar et Lawson. Mais bon, ça, on n'est pas dans les... On peut pas... Il y a forcément d'autres facteurs qui entrent en compte, donc, et qu'on peut pas écarter.
désolé, je vais poser une question de novice qui n'a rien à voir avec. Mais le fait que ART ait 4 voitures en Freca, les autres 3, ça gêne pas pour le classement constructeur s'il y en a un. Non, non, ça gêne pas. Tout simplement pour la simple et bonne raison que y a que c'est que les 2 meilleures voitures qui marquent des points pour le classement constructeur, enfin, pour le classement équipe en Freca. Et surtout, voilà, les 3e et 4e voitures d'ART, c'est Jaroslav Veselao et les Nabuleurs. Autant dire qu'ils vont pas marquer beaucoup de points. Avec tout le respect, voilà, face à Evan Gilter et Alessandro Giusti, on reparlera de la Freca hein, sur la fin du live. Mais voilà, non, et c'est une dérogation qui a été offerte à la Freca parce que les Nabuleurs est dans le top 3 de la F1 Academy. Bon, il faut parler du cas Victor Martins. On est obligé d'ouvrir le dossier car certes, il y a des soucis pour Hard Grand Prix. On a vu que le rythme de course c'était pas la folie, c'était clairement pas la folie. Il y a des difficultés à remonter, mais surtout, je suis obligé de le dire et ça me fait mal de le dire, mais sur les 2 dernières qualifications, Victor Martins s'élance dernier. À Melbourne, il fait un tête à queue et ne peut pas repartir. Et à Imola, il fait une sortie de piste. Au début, on croit que c'est totalement anodin, mais au final, ça crée un souci à sa suspension. Et il peut pas faire de temps. Et au final, bah, du coup, ça fait quand même dernier. Donc, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir régler la mire. Et il va falloir le faire très vite. Surtout, voilà, à Monaco, c'est un circuit où c'est extrêmement compliqué de dépasser en temps général. Mais encore plus, voilà, avec des Formule 2, c'est pas si évident de dépasser avec des F2. On l'a vu d'ailleurs le week-end dernier à Imola. Ouais, si ce week-end Martins ne fait pas top 3 minimum, ça va être dur, nous dit Gaynard. Franchement, si Martins veut encore espérer la F1, faut des victoires, des podiums. Mais au vu de ce qu'on a vu à Imola, on peut pas être super optimiste sur voilà, le rythme en qualif, le rythme en course. Aussi bien pour Zach O'Sullivan que pour Victor Martins, c'était très compliqué. Voilà, après, Victor Martins, il a quand même des bonnes références sur ce circuit. L'an dernier, alors non, l'an dernier c'est pas un bon exemple. Il a gagné déjà à Monaco en Formule Renault. C'était en 2019 quand il était encore chez la Renault Sport Academy. Et en 2023, il avait fait le meilleur temps de son groupe et était parti devant Théo Pourchaire, son coéquipier, en qualification. Et ensuite, bon, il y avait eu des courses assez compliquées où, voilà, on l'a dit, il a frôlé des commissaires, etc. Il avait quand même marqué des points, mais ça l'a mis un peu dans l'œil du cyclone. Et après ça, ça a été le début de la saison complètement folle qu'on lui connaît, avec des podiums en série, des victoires, etc. Pour au final cette 5e place au championnat et ce titre de meilleur rookie. Voilà, Monaco, ça a été le déclic. Voilà. Alors, pour Thiego nous dit, je prédis la P10 en qualif pour Vic. Ça serait génial. Ça serait génial. Évidemment, c'est pas ce qu'on espère pour un favori au titre, pour un candidat à la F1, mais si ça peut redonner la confiance à Victor d'avoir une victoire comme ça en course sprint, ça peut débloquer un truc. Maintenant, voilà, c'est pas la même chose que l'an dernier, car ART n'a pas le même niveau de performance. On est obligé de le dire. J'espérais, il y a eu des essais hein, à Barcelone entre Melbourne et Imola. Et ART avait l'air de s'être amélioré, mais à Imola, ça a été à nouveau très compliqué. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, enfin, voilà, la saison avance, il y a eu 4 meetings, il en reste 10. Il reste encore, théoriquement, 390 points à marquer. Donc, la saison n'est pas finie, hein. La saison n'est pas finie, mais... Et en soi, Maloney n'est que 60 points devant. C'est pas irrattrapable. C'est pas irrattrapable, mais voilà, en soi, son rythme de course n'a pas été horrible, juste son erreur en qualif l'a tué. Je suis pas d'accord, parce que Victor Martins, donc il a fini dans les points, donc il a remonté quand même, il a remonté beaucoup de place, mais c'est en grande partie grâce à sa stratégie décalée. Il y avait d'autres pilotes qui étaient partis sur la même stratégie, c'est-à-dire Amaury Cordil et Pepe Marty, qui étaient devant lui.
Et Amaury Cordil là, a lâché Victor Martins. Amaury Cordil avait une meilleure gestion pneumatique et ouais, il distançait Victor Martins. Alors évidemment, il y a eu ces problèmes au stand pour Amaury Cordil et Pepe Marty qui ont fait que Victor Martins est devenu le meilleur des pilotes qui avaient cette stratégie décalée. Mais honnêtement, le rythme était pas si bon, voilà. Il faut que le déclic pour ART arrive maintenant. Le circuit urbain peut rebattre les cartes, j'espère. J'espère vraiment, voilà, sur un coup de génie. On sait que voilà, un circuit comme Monaco, il peut y avoir des coups de génie. Hein. On se rappelle, ne serait-ce qu'en Formule 1, Esteban Ocon qui fait une qualif complètement dingue, qui fait 3ème avec son Alpine l'an dernier à Monaco et qui fait ensuite podium. Voilà, il n'avait pas la voiture pour faire 3ème, mais sur un coup de génie, un coup de talent, vraiment un coup de génie du pilote, tu peux essayer de faire une grosse perf. S'il se qualifie mal, il pourra pas remonter. Ah, clairement, s'il se qualifie mal vendredi, ça sera mort. Ça sera mort, à moins qu'il y ait de la pluie, mais c'est pas du tout prévu pour le moment. Martin se tournerait vers quoi l'an prochain s'il n'est pas en F1? C'est la question, et ça dépend aussi d'à quel point sa saison de F2 finit bien ou pas. Le plus logique, ça serait du WEC chez Alpine. Encore faut-il qu'il y ait de la place, puisque on parle d'un potentiel retour de Mick Schumacher en F1 chez Alpine. Bon, on ne sait pas à quel point c'est sérieux, mais est-ce que Victor Martins pourrait prendre sa place? Mais ça serait pas très juste pour les pilotes qui sont déjà en endurance. Je pense notamment à un certain Jules Gounon qui voilà, mérite 3000 fois sa place en hypercar. Et bon, je suis peut-être un peu biaisé, je suis peut-être un peu biaisé puisque voilà, j'adore Jules Gounon et je le connais depuis longtemps. Mais je sais pas à quel point Alpine peut être déçu ou pas de Victor, à quel point ils peuvent le garder dans leur plan. Je sais pas, parce que franchement, quand je me souviens du traitement qu'a reçu Adrien David, talent énorme, mais voilà, très peu soutenu par Alpine, qui ne l'a pas soutenu au point de le mettre en F3, et puis qui, en plan B, devait le mettre en endurance, et puis au final, pas chez Alpine, mais dans un junior team chez Panis Racing, et puis au final, oh bah non, même pas, et puis bah au final, Adrien David était à Pôle emploi Racing. Voilà, après, Victor Martins, il est pas non plus fauché de chez fauché, hein, mais et je pense qu'il pourra rebondir. Maintenant, je sais pas où, ça m'étonnerait qu'il prenne directement, qu'il monte directement en hypercar. Il faudrait peut-être un passage en LMP2, je pense. Il va faire comme Douane. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. Il va faire comme Douane, peut-être. Poste de réserviste. J'ai eu une vision, Victor qui suit les traces de Théo et qui va en IndyCar pour créer la plus grande rivalité franco-française de la décennie. Je signe, hein. Moi j'adore j'adore l'IndyCar. C'est vrai que voilà, Théo Pourchaire, sa carrière est bien lancée, sur des bonnes bases avec McLaren actuellement. Après voilà, ça veut dire que Victor Martin, s'il fait ça, il se coupe des attaches, il coupe toutes les attaches liées à la F1. Mais il va se retrouver livré à lui-même, il va être comme Boccolacci. Bon, ça va, Boccolacci, il arrive à rebondir quand même. Hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps à rebondir, mais Dorian Boccolacci, il a réussi à revenir hein, depuis son éviction du Lotus Junior Team. Le français le mieux placé pour la F1, c'est Isaac. Ah, mais oui, je le disais même l'an dernier. Alors que Isaac avait fait 14ème. Alors que Isaac avait fait 14ème de F2. Oui, Isaac, c'est celui qui, s'il fait bien les choses, il a une place assurée. Il a une place assurée. Victor Martins, Théo Pourchaire, même s'ils font les choses à la perfection, ils ont même pas une place assurée. Et on l'a bien vu avec Théo Pourchaire qui a été champion de F2 et qui voilà, a dû partir en IndyCar et qui n'a pas eu de place en Formule 1. Mais à partir du moment où tu es dans le Red Bull Junior Team, si les performances sont là, si t'arrêtes pas d'avoir des compliments de la part des dirigeants Red Bull, honnêtement, voilà. Hein. En vrai, je suis pas du tout certain qu'il ait une place assurée, Isaac. Non, mais il n'a pas une place assurée. Franchement, c'est juste s'il perf. Et s'il fait comme il a fait sur les 4 premiers meetings, il aura sa place. J'en suis sûr. Mais d'ailleurs, qui est le favori pour prendre la place de Pérez? Bon, a priori, de ce que disent les médias, le favori, ce serait Pérez. Mais bon, monsieur a l'air de faire l'exigeant, vu qu'il a refusé une offre
de contrat d'1 an de Red Bull, de ce qui se dit, parce qu'il voulait un contrat de 2 ans. Frérot, dose, dose un peu quand même, mais bon. Dose un peu, je sais pas c'est qui le favori. Sainz, si Verstappen reste, je vois pas comment c'est possible. Tsunoda, Ricciardo. Un jour, faudra faire un live F1 Percy. Ah mais oui, hein, mais vous savez, bon, j'avais bon, ça commence à dater, hein, c'était l'été dernier, mais j'avais fait un live avec Antoine Bedu, le Pit Stop F1, où on avait prédit la grille jusqu'à 2030. C'était devenu assez n'importe quoi, mais le début était pas mal réaliste, hein, et on n'est pas si éloigné de la réalité que ça. Hein. Bien sûr que c'est Pérez, regardez la fois où on envoyait Bottas tous les ans ailleurs entre 2017 et 2021, c'est pas pareil. Bottas, il restait en F1 parce que il restait en F1 chez Mercedes parce que Mercedes avait le titre constructeur. Et dès que Red Bull s'est rapproché, bah Bottas a été viré et on a mis Russell. Et là, alors certes, c'est peut-être que Miami, c'est peut-être que Imola, mais on a quand même l'impression que la marge de Red Bull s'est nettement réduite et que c'est plus Verstappen qui surperforme. Car là, par exemple, à Imola, c'est pas Red Bull qui a marqué le plus de points, c'est McLaren. Le titre constructeur, il est pas tellement assuré que ça. Hein. Pérez, il fait 8ème, il est derrière les Mercedes. Voilà, faut voir comment la suite de la saison faut voir comment la suite de la saison va pour Pérez. Mais s'il devient un Lance Stroll entre guillemets et que c'est lui qui fait perdre le titre constructeur, croyez-moi, ils vont pas le garder longtemps. Hein. Ils vont pas le garder longtemps. Donc on va voir, hein. Peut-être que Red Bull va se retrouver à l'aise sur d'autres circuits, etc. Mais j'ai quand même l'impression que Red Bull est quand même en danger et qu'ils ont bien profité sur le début de saison, mais que McLaren et même Ferrari se rapprochent. Tu fais des live F1 ou sinon tu te renommes Percy F234. Oh bah c'est pratique ça comme pseudo ça. Non, en soi, je parle du mercato F1. Donc, je peux garder mon nom Percy F1. Perez out premier virage ce week-end comme l'an dernier. Non, mais c'est sûr que la pression va arriver de toute façon sur Percy Freca. Verstappen seul peut gagner le constructeur. Alors l'an dernier, oui. Cette année, je suis désolé, à Imola, quand tu gagnes avec 7 dixièmes d'avance seulement, je suis pas convaincu. Hein, je suis pas convaincu. Ça m'étonnerait beaucoup que Verstappen arrive à gagner le titre constructeur comme il l'avait fait l'an passé. Bon, écoutez, donc voilà, Victor Martins, il va falloir vite régler ses soucis, surtout de qualification, avant d'espérer plus haut. Voilà, on lui souhaite tout le meilleur pour ce week-end. On en a parlé... Persindy. On en a parlé très rapidement, enfin je sais plus c'est qui en parlait, mais attention à Zayn Maloney à Monaco, qui, comme Isaac Hadjar, avait gagné en Freca à Monaco. Il y a quand même un petit bémol, c'est que Zayn Maloney, il avait eu une pole, je vais pas dire gratuite, mais donc c'était la même année qu'Isaac Hadjar, et Isaac Hadjar avait fait la pole dans son groupe et avait atomisé tout le monde. Sauf que c'est Zayn Maloney qui avait fait la pole dans l'autre groupe, et du coup ça donnait la pole dans l'une des deux courses à Zayn Maloney. Et Zayn Maloney avait fait un peu le train-train et personne n'avait été capable de doubler à Monaco. Isaac Hadjar s'était contenté de la deuxième place. Mais en attendant, Zayn Maloney avait quand même gagné. Mais évidemment, Red Bull ne s'est pas précipité sur Zayn Maloney et s'est précipité sur Isaac Hadjar. Mais il n'y a pas que ça pour Zayn Maloney. Il a aussi fait podium l'an passé en profitant notamment des déboires d'un certain Victor Martins. Et avant tout, il est quand même leader du championnat. Et rien qu'à Imola, même dans un mauvais week-end, il arrive à faire podium en course sprint. Donc voilà, ça reste le leader du championnat, il est en forme. Il n'y a pas beaucoup de pression en soi, vu que on parle absolument pas de lui pour la Formule 1. Donc lui, il n'a pas forcément la F1 en tête, on le voit plus en Formule E, peut-être chez Andretti. Voilà, Zayn Maloney, forcément, ça peut être un gars très dangereux. Voilà, petite précision, aussi bien en F2 qu'en F3, on aura un format de qualification assez différent. J'ai réutilisé la même diapo que l'an dernier, j'avoue que j'ai pas redemandé la permission à Actu F2, mais voilà, c'est un résumé assez simple. La qualification va être, les pilotes de F2 et de F3 vont être divisés en deux groupes, numéro pair de voitures, numéro impair de voitures. Le groupe le plus rapide partira premier, troisième, cinquième, septième, etc. Le groupe considéré plus lent
partira deuxième, quatrième, sixième. Voilà, il y aura toujours ces histoires de grilles inversées, donc on inversera les 12 premiers, on inversera les 12 premiers en F3, on inversera les 10 premiers en F2 pour les courses sprint, et voilà. Voilà, c'est un peu comme l'Africa, hein. C'est un peu comme l'Africa. Donc on n'est pas dépaysé. Je trouve pas que le format est nul. Je trouve pas que le format est nul. Le format est frustrant et je sais pas s'il est justifié pour la F2. C'est un peu mon souci. Pour la F3, je le comprends totalement vu que 30 voitures à Monaco. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'à Monaco, alors j'en ai pas entendu parler cette année, mais à Monaco, normalement, il n'y a que 28 voitures autorisées. Donc je pense qu'il y aura quelques voitures qui ne seront même pas qualifiées pour les courses. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'était passé l'an passé en fait. En Freca, je sais qu'il y avait des pilotes qui n'étaient pas qualifiés pour l'une des deux courses. Et on peut totalement envoyer 22 gars sur un circuit, hein. Ça se faisait en F1 avec 24 voitures. Il y a encore quelques années, quand il y avait encore la grande époque HRT, Manor et Caterham. Pour la F2, franchement, ça s'explique pas totalement et ça crée surtout. Je me rappelle l'an dernier, ça avait été un truc assez injuste avec pas mal d'interruptions, des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, et qui faisait que voilà, il y avait des pilotes qui n'avaient pas de dernière tentative et qui avaient un meilleur temps qui était très loin de ceux de l'autre groupe. Bon, je sais pas si c'est forcément justifié en F2. Ah, j'ai pas vu moi les groupes. Alors Homero a vu les groupes, Isaac s'en sort très bien dans toutes les équipes, hormis Bortoleto, il n'a que les plus faibles des coéquipiers. Bah attendez, attendez. Hop, hop, hop. Je vais essayer de voir ce que ça donne les groupes de F2. Alors, on va avoir un groupe Martins, Berman, Maloney, Crawford, Maini, Auger, Villagomez, Aaron, Marty, Stanek, Barnard. C'est vrai que normalement c'est censé être le groupe le plus relevé. On a quand même Martins et Berman qui certes sont très loin au championnat, mais quand même voilà, qui restent des favoris, et qui restent des candidats à la F1, plus Zen Maloney, le leader du championnat. Et c'est vrai que dans le groupe d'Adjar, on a O'Sullivan, Antonelli, qui va découvrir le circuit de Monaco, ça va être intéressant de voir. Ça va être l'un des rares à découvrir le circuit de Monaco, comme Ritomo Miyata, qui fait aussi partie de ce groupe. Correa, Bortoleto, Colapinto, Fittipaldi, Cordil, Adjar, Verschoor et Durksen dans l'autre groupe. Victor peut faire top 5 de ce groupe facile. Mais en temps normal, Victor, il ferait top 1 du groupe. Mais voilà, les performances font que c'est devenu assez imprévisible, les performances de Victor. Oui, normalement, Adjar dans son groupe, ça devrait bien se passer, hein. Il devrait être devant. Il devrait être devant. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver d'un week-end à l'autre. Faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Prono qui se crache en qualification. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Qui se crache en qualification, puisqu'il y en a forcément toujours un qui se crache. Alors pourvu que ce soit pas Isaac, s'il vous plaît, ni Victor. C'est impossible à deviner. Je vois bien, peut-être un pilote un peu aléatoire, du genre Van Amersfoort, de genre Fittipaldi ou j'allais dire Cordil ou Villagomez. Comment on peut voir la grille Comment on peut voir la grille Comment on peut... Bah écoutez, voilà, vous avez la grille. Non mais allez sur Wikipédia. Allez sur Wikipédia, la page est très bien. La page est très bien, hein. C'est là d'où je pompe tous mes classements, hein, quand même, hein. Auger, O'Sullivan, Miyata, Berman, Maloney, Stanek, vous avez tous des pronos différents, c'est exceptionnel. Le groupe Adjar, c'est un coup au red flag assuré. Bah, c'est vrai qu'il y a certaines pointes quand même, hein. Il y a certaines pointes. Ouais, je sais pas. Allez, moi je mise sur un Fittipaldi, je sais pas. C'est impossible à deviner ce genre de truc, hein. Les 22 pilotes peuvent se crash en fait, hein. Faut être honnête, les 22 peuvent se crash, hein. C'est assez imprévisible. Est-ce que... non, pour les groupes, je sais pas si c'est sorti. Je crois pas qu'il y a les documents de la FIA qui soient sortis. Personne n'a cité l'immonde Cordil. Bah, l'immonde Cordil, hein, c'est peut-être une ordure dans la vraie vie, mais en tout cas... Ouais...
En attendant, il est en forme. Après, il est en forme, ça l'empêche pas de se cracher, hein. D'ailleurs, il s'était déjà craché plusieurs fois à Monaco, hein, je crois, hein. Je vois bien, Miyata, il a peut-être moins l'habitude des circuits urbains. Ouais, il avait fait Jeddah. Il avait fait Jeddah. Miyata, il n'avait pas marqué de points à Jeddah. C'est vrai que ça avait été assez compliqué pour lui à Jeddah. Pourquoi pas. Vous vous souvenez quand Deleda avait pas réussi à être dans les 107%? Alors je m'en souviens très bien, le problème c'est qu'il avait été repêché sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Et ça, pour moi, grosse erreur des commissaires FIA qui montrent que la règle des 107% est pertinente, puisque Alessio Deleda, la légende, n'avait pas réussi à se qualifier, mais elle n'est pas appliquée cette règle. Ils sont constamment repêchés, les pilotes en dehors des 107%, et ça n'a aucun sens. Je vous partage le lien des commissaires de course. C'est là où tous les documents pour la F2, aussi la F3, sont partagés. Hein. Voilà. À Feeder Series, on connaît très bien cette page, puisqu'on n'arrête pas de faire F5, de rafraîchir la page pour voir s'il y a des pénalités, pour voir s'il y a des choses comme ça. C'est là où vous voyez tous les résultats. Voilà. Pour ceux qui vivent dans le stress, dans le stress que peut-être que Adjar ou Mektouni vont perdre leur victoire d'Imola, vous en faites pas. Toutes les vérifications techniques ont été faites. Le classement final a été publié, ça ne changera pas, vous en faites pas. Voilà, c'est sur ce site qu'on voit les différents documents, les classements finaux, voilà, ce genre de choses. On passe à la Formule 3. La Formule 3 où tout reste à faire, hein, tout reste à faire au championnat. Ouais, déjà demain les essais libres. Alors, ouais, à la fin du live, je mets les horaires. Je mets les horaires de la F2, F3 Freca et aussi du Grand Prix de F1. Mais oui, petite particularité de la F2 et de la F3. À Monaco, les essais libres sont le jeudi. Et par contre, les qualifs, ça reste le vendredi. Ça, il n'y a pas de surprise. Ça reste comme ça. Voilà, un championnat où tout reste à faire. Leonardo Fornaroli toujours est en tête après le week-end d'Imola. 3 petits points devant Browning, puis ensuite Beganovic, Mini, Oliver Goethe, Sami Mektounif, notre Français 6ème qui est à la queue de ce groupe de tête. On a ensuite Lindblad, Pramnitz, Van Eupen, Mansell, Boyar, Ramos, Montoya, Stenson, Wurz, Leon, Tsoloff, Stuka, Dunn, Bedrin et Max Esterson. On a ensuite une petite dizaine d'autres pilotes qui n'ont pas encore marqué de points, comme notamment Sophia Flörsch qui a fait un excellent week-end d'ailleurs à Imola. On n'en a pas parlé, mais qui était très proche des points. Voilà, très rapide en course. Vous voyez dans ce classement, il y a un certain Mathias Zagaceta. On n'en a absolument pas parlé cette année. On va en parler un peu plus ce week-end pour la simple et bonne raison qu'il est absent. Pour cause d'appendicite. Est-ce qu'il va nous faire une Carlos Sainz et revenir et gagner à Barcelone dans un mois, donc la prochaine manche de F3, on ne sait pas. Prima devrait moins souffrir avec l'usure des gommes sur ce circuit, logiquement. Logiquement, oui, mais je sais pas si c'est que un problème d'usure des pneus. Hein. Si c'est un problème d'usure des pneus, non, enfin, je pense vraiment pas que ce soit un simple problème d'usure des pneus, puisque dès le début des relais, hein, ils avaient du mal à être dans le rythme. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais Goethe représentait pas un autre pays avant. Alors Goethe, c'est l'enfant du monde. Hein. Goethe, c'est Mister Worldwide. C'est un pilote. Attendez. Je confonds avec Josh Dufek. C'est le souci, puisque c'est le même genre de nationalité qui change tous les week-ends. Oliver Goethe, c'est un pilote anglo-danois qui vit à Monaco et qui, dans le temps, qui les années précédentes courait sous les licences danoises et monégasques, et depuis cette année, même depuis peut-être la fin d'année dernière, il a pris la licence allemande. Je crois qu'il a un peu de famille qui est allemande, parce que évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Audi cherche des pilotes allemands et que du coup, ça fait bien d'avoir une nationalité allemande maintenant. Donc voilà. Donc oui, il a représenté Monaco et Danemark et maintenant, bah écoutez, hein, il a pris la licence. Il a pris la licence allemande, mais on l'a bien vu, hein, par exemple, à la Cool Room à Imola, Goethe qui parle un français parfait avec Sami Mektounif, parce que bah il est
monégasque en fait. C'est un peu comme Nico Rosberg, j'ai envie de dire. C'est un peu une sorte de Nico Rosberg qui ne doit enfin, qui n'est pas allemand de base. Il a couru en formule de promotion avec la licence finlandaise, parce que son papa Keke Rosberg était finlandais, mais Nico Rosberg, c'est un pilote qui est né, qui a vécu toute sa vie à Monaco, qui parle un français parfait, qui parle mieux français que allemand. Allemand, voilà. Donc, voilà, c'est des licences un peu opportunistes parfois, mais bon, écoutez, c'est le jeu des licences. Et puis, Rosberg a depuis acquis la nationalité allemande il y a longtemps, hein, mais euh, bonjour tout le monde, super content de ce live. Bah écoute, merci Mila, merci beaucoup que ça te fasse plaisir. Hein. Là, on est en plein dans dans ce live 2, live 3 sont de retour. Il y a eu un week-end à Imola, il y a le week-end à Monaco qui arrive. Il y a l'Africain en plus. Franchement, on est assez gâtés hein, sur ce week-end. Voilà, donc Mathias Sakaseta qui ne sera pas là pour Appendicite, remplacé par James Headley. Pour ceux qui ne connaissent pas le petit James Headley, rapide présentation, c'est un Anglais de 20 ans qui a remporté la Ginetta en 2019 et qui a fait notamment 6ème de GB3 l'an passé, donc c'est un bon pilote, même un très bon pilote. Le souci, c'est qu'il a très peu de budget et que c'est un intérimaire. Il a fait les 2 premières manches de la saison en GB3 chez Ardennes, juste pour attendre que le titulaire pour les 6 autres manches de la saison, Nikita Johnson, petite star des États-Unis, étoile montante hein, des États-Unis, qui brille notamment dans les formules de promotion Indy, ait l'âge de 16 ans et ait le droit de courir en GB3. Donc c'est James Headley qui prenait sa place, mais voilà, maintenant Nikita Johnson va avoir 16 ans. Donc Headley n'a plus de volant. Headley cherchait à monter en Freca, cherchait à passer en Freca en Europe. Il y a eu des discussions avec RPM, ça n'a pas marché. Des discussions avec Monolight, Monolight n'est pas sur la grille. Voilà, donc c'est un intérimaire. Je sais pas quel est vraiment son avenir, mais écoutez, en tout cas il a du talent, sûrement plus que Mathias Sakaseta, donc ça va être dur hein, de commencer en F3 à Monaco. Bon, ça va être compliqué. Alors oui, il y a Xenon4 qui nous dit Fornaroli, elle veut pas venir sa première victoire. C'est vrai que Fornaroli, franchement, il tourne autour. Alors il a déjà fait une victoire en F4 italienne, mais ça commence à remonter. Fornaroli, c'est l'exemple du pilote très régulier qui a quand même du mal à concrétiser. Moi, je me rappelle surtout de sa saison de Freca en 2022 que j'avais suivi. Il a gagné le titre rookie en étant 8ème avec 0 podium. Il a fait un nombre incalculable de 4ème et de 5ème place. Salut Jérém, salut, coucou. On va parler de la Freca. On n'a pas encore parlé de la Freca, de Marta Garcia et de Dorian Pan. On en parle un peu sur la fin. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, Fornaroli très régulier, mais 0 podium en Freca. Et là, en F3, il y a des podiums, mais il n'y a pas encore cette victoire. Honnêtement, je peux pas lui tomber dessus, car franchement, à Imola, sans retirer le mérite qui revient à Sami Mektounif, qui a été absolument exceptionnel dimanche, la victoire a été pour Fornaroli de base. Hein. Il y a eu une coupure moteur en milieu de course qui a permis à Goethe et à Mektounif de passer notamment. Donc voilà, je n'en veux pas. Je peux pas critiquer Fornaroli là-dessus. Franchement, c'est un coup du sort. Et il s'en rapproche. Il s'en rapproche clairement de cette victoire. À voir si ça peut pas lui trotter dans la tête à un moment quand même. Un pilote que je surveille. Excusez-moi, attendez. Excusez-moi. Que je surveille de très près, c'est Gabriele Mini. Vous n'êtes pas sans savoir que c'était mon favori pour le titre, Gabriele Mini, qu'il est très régulier, qui a certes 6 entrées dans les points en 6 courses, mais qu'il n'y a clairement pas cette étincelle qu'on voyait en F4 italienne, en Freca, ou en F3 l'an passé avec des victoires exceptionnelles. Et quand on pense à victoire exceptionnelle de Mini, on est obligé de parler de la victoire de Gabriele Mini à Monaco. Il avait fait la pole avec 8 dixièmes d'avance. Il avait claqué la victoire ensuite. Ça avait été son meilleur week-end. Donc, là, Mini, on n'a pas vu encore l'étincelle cette saison. Il est dominé en interne par Dino Beganovic.
qui a eu énormément de malchance, mais qui lui passe quand même devant au championnat. Là, Mini, il est en train de perdre le duel en interne. Il n'est pas du tout décroché dans la bataille au titre, car sa régularité lui permet d'être totalement en lice pour le titre. Mais voilà, on l'a pas vu une seule fois impressionnant sur les 3 premiers meetings. Donc voilà, Monaco, il avait été ultra à l'aise l'an passé, donc on va voir ce que ça donnera. Xilan4 qui dit il a du budget lui au fait pour aller en F2 l'année pro pour Fornaroli. Ouais, bah de toute façon pour être chez Trident en F3, qui est l'un des baquets les plus convoités, t'as forcément du budget. Après je sais pas quels sont ses soutiens à Leonardo Fornaroli, il fait pas partie d'une académie. Je sais pas de quelle société de management il fait partie. Comme ça, je sais pas trop. Mais pour être chez Trident, en F3, tu dois avoir de la thune. Tu dois avoir de la thune, forcément. Forcément. C'est d'ailleurs pour ça que All Road, non, Fornaroli, il est pas chez All Road Management. Hein. C'est Mini. Mini est chez All Road Management, mais là, on parlait de Fornaroli pour le budget. Oui, non, non, désolé, enfin, je me suis peut-être gouré, mais je parlais de Fornaroli. Je parlais de Fornaroli, je sais pas. Il y avait une question de Xeland4 sur Leonardo Fornaroli, du coup, Fornaroli, c'est l'argent de papa. Il y a écrit Fornaroli sur le côté de la voiture. Ah bah écoutez, j'avais jamais tilté. Mais oui, Gabriel Mini est quand même bien sous. Alors, il a un bon manager avec Nicolas Todd, mais il n'empêche que Gabriel Mini n'a pas tellement de thunes que ça. Il n'a pas tellement de thunes que ça, donc voilà, c'est surtout Alpine qui lui paye ses saisons. Enfin, c'est pas. Enfin, officiellement, oui, voilà, c'est Alpine qui lui paye ses saisons, mais c'est surtout parce que Alpine recrute des pilotes payants, style Nicolas Lacorte, Kabir Anourag, enfin des pilotes qui n'ont rien à faire dans les académies F1, mais qui donnent de l'argent pour les autres pilotes. Voilà, qui financent entre autres la carrière de Victor Martins. Gabriel Mini, il est pas si riche que ça. Il est pas si riche que ça. Voilà. C'est quoi le soutien de Sami? Alors Sami Mektounif, oui, qui a forcément beaucoup d'argent pour avoir eu le baquet chez Trident en F3, mais je sais pas quelle est la société. Je pense que voilà, c'est une fortune familiale. J'avoue que je me suis pas renseigné sur quels étaient les soutiens de Sami Mektounif. Il y a le sponsor là de McQueen, là, McQueen machin, Steve McQueen. Mais je sais pas à quel point c'est un soutien important financier pour lui. Après voilà, pour avoir le baquet de la Trident numéro 5, de la voiture tenante du titre, celle qui a emmené Bortoleto vers le titre, Steve McQueen. Ouais, c'est ça, ouais, Steve McQueen. C'est forcément que tu as de l'argent, voilà. Ne pas sous-estimer Dino, il est très performant à Monaco et il a assuré les points à Imola, donc attention, clairement. Dino Beganovic, c'est clairement pas un pilote qu'on peut écarter. Voilà, toujours un pilote très très rapide et surtout sur le début de saison, c'est le pilote Prema le plus rapide. Honnêtement, sans plusieurs petites erreurs de son côté, sans plusieurs coups du sort, c'est le pilote le plus impressionnant sur le début de saison, j'ai envie de dire. Mais il y a un autre pilote que je vais surveiller de très près et c'est Luke Browning, qui est un peu le King of the Streets, comme on disait pour Sergio Perez à un moment, qui avait signé l'un de ses meilleurs week-ends de F3 l'an passé à Monaco dans son high-tech, qui avait remporté le Grand Prix de Macao avec une marge impressionnante, qui avait été ultra dominateur. Voilà, Luke Browning, c'est un pilote qui adore les circuits urbains, il est deuxième au championnat, forcément c'est un pilote. Ouais, surtout que high-tech était très à l'aise à Monaco, puisque voilà, Gabriel Mini a fait la pole et la victoire, c'était avec high-tech à l'époque. Voilà, clairement, Browning, il est dans la bonne équipe, il adore les circuits urbains, il adore Monaco. Voilà, ça peut être pour lui, il peut être le nouveau leader du championnat, tant qu'il tente pas de dive bomb stupide. Ouais, franchement, je comprends pas, c'est tellement bizarre de la part de Browning d'avoir tenté un dive bomb aussi bizarre à Imola, puisqu'il a perdu vraiment des points précieux, il pourrait être en tête du championnat à l'heure qu'il est, mais il a fait ce dive bomb qui lui ressemble pas sur Van Open, qui n'était pas nécessaire, et ça lui fait perdre des points. Et voilà, la lutte pour le titre est ultra serrée, donc on va voir. Peut-être qu'il va regretter un moment ce dive bomb, mais bon, écoutez, c'est des pilotes qui doivent mûrir. Mais voilà, Browning, quand même, un pilote très expérimenté, c'est largement le pilote le plus âgé
parmi ceux qui jouent le titre, hein, Luke Browning, c'est un 2002, donc il a 22 ans déjà. C'est quand même... Tout est relatif. Ça reste assez vieux. Hein, pour la F3. Alex Dunn, vu sa vitesse à Macao, avec très peu d'expérience, il pourrait être très bon ce week-end. Carrément, faut voir la performance de MP. Car j'ai l'impression que c'est très aléatoire selon les week-ends. Mais Alex Dunn, il a été très bon sur les 3 premiers meetings. Malheureusement, Imola lui fait pas honneur au plan comptable. Lui fait pas honneur au plan comptable parce que il y a eu cette disqualification pour infraction technique. Sinon, pour moi, il jouait les podiums sur les 2 courses. Hein. En vrai, il a souvent été un peu impulsif. Donc en parlant de Browning, en piste depuis la GB3, regarde l'Australie l'an dernier. Faudrait que je revoie, mais en tout cas, ça m'avait jamais marqué. Ça m'avait jamais marqué personnellement. Mais en tout cas, voilà, en circuit urbain, Luke Browning a l'air de se débrouiller pas mal, donc c'est forcément l'un des favoris sur son high-tech. On passe, on s'approche de la fin du live, ne vous en faites pas, on s'approche de la fin du live avec la Freca. C'est que la deuxième manche de la saison, mais croyez-moi, on va pas s'ennuyer, puisque déjà, voilà, la suite de la saison va arriver très vite, hein, Zandvoort, c'est 2 semaines après. On a un championnat très intéressant, évidemment, pas que côté français, mais un championnat très intéressant quand même. Ah, d'ailleurs, il y a la page Wikipédia anglais de Evan Gilter qui a enfin été créée. J'avais pas vu. Vous pouvez voir que j'ai pas encore cliqué dessus. La page Wikipédia français d'Evan Gilter, elle a évidemment été créée par votre serviteur, comme celle d'Enzo Dellini et de Théo Finaël, ou encore de Victor Martins, de Théo Pourchère, mais il y a plus longtemps. Ou d'Esteban Ocon, mais ça j'étais vraiment très très jeune. Bon, j'arrête de raconter ma life. Rafael Camara est le leader du championnat. On rappelle que voilà, c'est le favori au championnat. Il y avait eu beaucoup de critiques autour de lui en arrivant. À Hockenheim, il a fait taire ses critiques. C'est le seul de Freca à avoir une page. Non. C'est juste que j'ai cliqué sur les liens de Camara, Dominguez, Badouer, Taponen, Wharton, Dellini. Purée, non, il y a tout le monde qui a une page. Hein. Dans le top 20, j'ai même l'impression qu'Enzo Peugeot a peut-être une page, je suis pas sûr, vu que c'est bleuté. Mais Zachary David n'a pas de page, ça c'est un peu étonnant. Liu, Andriolo, Carrascodo n'ont pas de page. Vivement que Strauven gagne la F4 espagnole pour que tu lui fasses une belle page wiki. Bah ouais, enfin carrément, si ça arrive, carrément. Après, j'avoue que j'avais attendu vraiment le titre de Gilter, de Dellini en rookie et de Naël pour vraiment publier l'article. Hein. L'article était déjà prêt depuis plusieurs mois et quand il y a eu le titre officialisé, j'étais en mode publié. Oui, Peugeot en a une. Ok. Donc voilà, tout le top 20 a une page Wikipédia sur l'Africa anglais. Sur l'Africa français, malheureusement, le Wikipédia français est beaucoup plus dur. En critères d'admissibilité, c'est pas évident. Hein. Ils sont très très stricts. Hein. Donc voilà, Rafael Camara est en tête du championnat. Il a eu la bonne idée d'avoir eu 2 courses. 2 courses où il a performé. Il n'a pas eu de malchance sur l'une des 2 courses, comme ce fut le cas notamment pour Evan Gilter, qui, alors qu'il roulait 4ème et qu'il jouait très probablement le podium, a eu un problème de boîte de vitesse en course 1, largement rattrapé par sa superbe victoire en course 2 le lendemain, en tant que rookie, hein, enfin exceptionnel. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est Ivan Dominguez, qui est l'OVNI, hein, enfin clairement le pilote que j'avais pas vu venir, et même un peu Van Amersfoort en général, c'est-à-dire Badauer et Pedro Clerot. Est-ce qu'ils peuvent rééditer ce qu'ils avaient fait à Hockenheim? Voilà, donc l'équipe Van Amersfoort qui a été très surprenante, mais qui a toujours adoré le circuit d'Hockenheim. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est un peu circuit dépendant? C'est pas impossible, on va avoir des éléments de réponse à Spa ce week-end. On a ensuite Tuka Taponen qui a été moins flamboyant que cet hiver au Moyen-Orient. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir? On a ensuite Wharton, Enzo Dellini, Nikita Bedrin, Pedro Clerot, Ugo Chukwu et Théophile Naël à ex-aequo, Alessandro Giusti, le coéquipier d'Evan Gilter, le redoublant, puis ensuite Bilinski et Lacorte qui sont les 14 pilotes à avoir marqué des points. Puis ensuite on a plusieurs pilotes français, notamment comme Enzo Peugeot, Romain Andriolo. On ne la voit malheureusement pas sur cette capture d'écran, parce que mon écran fait que quand je fais des captures d'écran, on voit que, que le top 25.
Ce qui veut dire que ce qui veut dire que Dorian Pain est en dehors de ce top 25. Ça veut dire que Dorian Pain est 27e actuellement. J'espère que ce week-end se passera bien cette année. Évidemment, l'an passé, on est obligé d'en parler. C'était un week-end très particulier. Bon, malheureusement, voilà, j'ai les dates qui sont restées en tête. C'était le week-end du 1er juillet. Donc, on avait une double victoire de Prema avec d'abord Rafael Camara le vendredi, puis Andrea Kimi Antonelli le samedi. Ça avait été d'ailleurs la première victoire d'Andrea Kimi Antonelli. Il y avait eu un triple podium de Air-Race, voilà, etc. Malheureusement, tout était passé au second plan ce jour-là, car il y avait eu l'accident de Dilano Vanthof, voilà, l'accident de Dilano Vanthof qui nous a quitté ce jour-là à l'âge de 19 ans seulement. Le pilote néerlandais qu'on aurait très 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 probablement vu en Formule 3 cette année, qui dans un autre monde devrait rouler ce week-end à Monaco, qui devrait découvrir les rues de Monaco. Malheureusement, voilà, le destin en a décidé, autrement pour Dilano. Et il y a un truc qui m'inquiète un peu sur ce week-end. Je ne sais pas si on aura les deux courses, les deux courses, car dimanche, a priori, il devrait y avoir du soleil, il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, vendredi et samedi, et samedi, il y a de la pluie qui est prévue. Donc, attention. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de parents de pilotes, beaucoup d'équipes qui sont forcément un peu nerveuses à l'idée de retourner à Spa-Francorchamps. Pour moi, c'était pas tant un problème lié au circuit, c'était un problème lié à la visibilité. On sait que la visibilité à Spa-Francorchamps, ça peut être un problème très rapidement en cas de pluie. Ça a été le cas il n'y a même pas un mois en Eurocup 3. Voilà, après c'est l'Africa. J'ose espérer que les commissaires ont appris des leçons et que en cas de pluie, je pense qu'il y aura un drapeau rouge très 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 rapidement. Honnêtement, je suis pas super optimiste sur le fait qu'on aura une course en Freca, et c'est peut-être pour le mieux de tout le monde. Hein. Voilà, on n'aura peut-être pas un week-end plein, on aura peut-être beaucoup de safety cars, mais je préfère avoir des safety cars qu'un week-end comme l'an passé. On peut pas nier qu'il y a un vrai risque lié à ce virage. Il y a un risque, certes, mais il y a un risque aussi à Jeddah, et tout le monde s'en fout. Il y a un risque il y a un risque sur tous les virages qui sont un peu en aveugle. Il y en a peu des virages en aveugle comme ça dans les circuits européens. Spa-Francorchamps et le Raidillon en fait partie. Le problème, c'est surtout la visibilité catastrophique dès qu'il y a un peu de pluie. Voilà. L'an passé, quand même, il y avait eu la pige d'Adrien David. Pas de course, les points distribués. Non, s'il n'y a pas de course, il va falloir que je révise. Il va falloir que je révise le règlement sportif. Je pense que c'est un truc un peu similaire à la F1. Il faut qu'il y ait un certain nombre de tours sous drapeau vert. Voilà, il faut un certain nombre. Il faut qu'une certaine distance de la course soit réalisée pour que les points soient distribués. Mais j'essaierai de me renseigner. J'essaierai peut-être de faire un live, de faire des lives samedi. Samedi, je suis assez libre. Donc, on essaiera de suivre peut-être la F3, la F2, la Freca avec les images, de commenter la course ensemble, la course ou la non-course. Voilà, en espérant que tout se passe bien, évidemment. Seul problème de Spa, c'est les zones de dégagement. Bah, c'est vrai que l'un des problèmes, c'est que les voitures croisent très souvent la piste. Voilà, les voitures croisent très souvent la piste et qu'il y a des voitures qui arrivent lancées derrière. Donc voilà. C'est l'un des soucis, c'est vrai, mais je pense surtout le gros problème, c'est en cas de pluie, il faut pas rouler. Je pense qu'il faut mettre des règles claires à un moment et ne pas rouler en cas de pluie. On verra à quel point la visibilité est possible ou pas. Mais je sais que ça sera un gros sujet, dans le paddock. L'an dernier, voilà, c'était passé au second plan, mais évidemment, on avait pas mal parlé d'Adrien David, qui avait fait une pige pour Hard Grand Prix. Hard Grand Prix était nulle part pendant le début d'année, et ils avaient fait appel à Adrien David pour un peu redresser l'équipe, pour essayer d'avoir des conseils, etc. Adrien David était là, et il a claqué une 4ème place directe, alors que ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas roulé.
Ça avait mis un petit coup, je pense, au moral des pilotes titulaires habituellement. Mais ça montrait que Art Grand Prix avait quand même toujours un peu de potentiel et que les pilotes étaient l'un des soucis principaux, je pense. Une genre de virtual safety car dans leur région peut être une solution sous la pluie. Ouais, une slow zone. Une slow zone un peu comme on a en endurance, mais il n'y a pas de slow zone en fréca. Les zones de dégagement étaient très fortement agrandies sur place, la différence est immense. On verra. On verra, on verra. Enfin, ça a été agrandi par rapport à l'accident de Dylan Ovantov, je suis pas sûr. J'avais pas entendu qu'il y avait eu des changements par rapport à l'an dernier. Mais je sais qu'il y a certains championnats comme la F4 espagnole. Non, la F4 espagnole, il n'y a pas eu de souci. Attendez. Je crois espagnole ou italienne, ou l'un des deux, qui a décidé de ne pas revenir à Spa-Francorchamps à cause des soucis de sécurité. Donc, voilà, on espère que on aborde ce sujet que maintenant et qu'on n'en reparlera pas samedi ou pendant le débrief du week-end, car j'ai vraiment pas envie qu'on parle de ça et des questions de sécurité et que ça reste dans le passé tout ça. Spa-Francorchamps, tu te souviens de l'accident de Dominguez l'an passé? Non. En tout cas, je me souviens qu'il y avait eu une myriade, tout plein d'accidents en F4 italienne et en Euroformula, il y avait eu des énormes accidents, aussi un accident pour Aurélien Nobles, que tout s'était bien passé au final. C'était pas le crash de Dilano, n'était pas dans le raidillon, si, il me semble que c'était dans la ligne droite de Kemmel. C'était à la sortie du raidillon, j'ai pas envie de revoir les images malheureusement, et je vais clairement pas les diffuser. Il la perd dans le raidillon, et ensuite il revient, pour moi il revient, il est malheureusement en travers de la piste au niveau de la ligne droite de Kemmel après avoir un peu glissé, et puis ensuite il se fait percuter par Adam Fitzgerald, le pilote irlandais de RPM. C'est après le raidillon, mais sans... après voilà, le raidillon c'est un peu deux virages, il la perd, il la perd au sommet du raidillon. Il la perd au sommet du raidillon, mais en soi l'accident, il est dans la ligne droite de Kemmel, qui n'est pas un virage dangereux. Ça tourne un peu, mais c'est pas un virage dangereux. Le truc, tout devient dangereux quand t'as pas de visibilité. Ça, tu le retrouves à Spa-Francorchamps, dans la ligne droite de Kemmel, dans, dans Blanchimont, dans le double gauche, à Hockenheim, au Paul Ricard, tu retrouves partout. Dès qu'il n'y a pas de visibilité, tout devient dangereux de toute façon. Non, c'était pas au milieu de la ligne droite. C'était au niveau du petit virage de la ligne droite de Kemmel, l'accident. Le mec qui l'a percuté, il fait quoi maintenant? Alors, Adam Fitzgerald, malheureusement, il y a eu des mauvaises nouvelles assez récemment. Il avait relancé sa carrière en Indy Pro 2000, en USF Pro 2000, qui est un peu la troisième division de l'IndyCar. Malheureusement, il a arrêté sa saison pour la simple et bonne raison que sa convalescence n'est pas vraiment finie. Hein. Il pensait que voilà, les douleurs allaient s'améliorer assez rapidement. Je sais pas si vous avez entendu, mais je pense que ma salle de bain s'est effondrée à côté. Malheureusement, voilà, pour Adam Fitzgerald, il va se concentrer sur sa convalescence et revenir en 2025, mais fin de saison très prématurée pour le pilote irlandais. Donc voilà, pilote irlandais super sympa que j'avais eu la chance d'interviewer l'an dernier pour Feeder Series. Oui, c'est comme Zandvoort sous la pluie, on n'y voit pas grand chose. De toute façon, il y a des circuits pour dégager l'eau, c'est très 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 compliqué. Il faut absolument qu'il recule le mur intérieur de ce virage à droite après le raidillon. Au point de vue, la visibilité, c'est affreux. Ouais. Et attends, le mur intérieur de ce virage, ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'avais eu des gens qui m'avaient dit que... des gens du circuit qui m'avaient dit que c'était pas possible. Je me rappelle plus la raison. Je me rappelle plus la raison. Ça vous avance beaucoup de savoir ça. Hein. Mais bref. Écoutez, pour revenir sur le côté sportif, Spa, c'est un circuit qui réussit à pas mal de pilotes, notamment en Formule 4. Évidemment, on pense à Evan Gilter qui avait été impressionnant l'an passé à Spa-Francorchamps avec une double victoire en F4 France. Pedro Clerot, le pilote Van Amersfoort Racing, avait eu le meilleur week-end de sa carrière en F4 espagnol. Il avait été leader du championnat, il avait fait double victoire et P2. Et ça avait été tout. Il avait eu 3 podiums sur 3 courses. Et ça a été les seuls podiums de sa saison. Donc
Voilà, donc c'est un circuit qui va forcément lui rappeler des bons souvenirs. Alors évidemment, Evan Gilter, oui, j'en ai pas parlé, mais évidemment, il y a un historique d'Evan Gilter qui vient sur le circuit de Spa-Francorchamps en Fun Cup depuis qu'il a, je sais pas, depuis qu'il est tout bébé. Voilà, Evan Gilter et Spa-Francorchamps, c'est une histoire assez particulière. Voilà, il est fils du patron d'une équipe de Fun Cup, donc forcément il vient très souvent à Spa-Francorchamps, et de gagner à Spa-Francorchamps l'an dernier, ça avait été extrêmement particulier pour lui, pour ce circuit qu'il connaît par cœur. Il y avait un autre pilote qui avait adoré le circuit de Spa-Francorchamps en F4 italienne, c'était James Wharton, le pilote australien de Prema, qui avait fait l'un de ses meilleurs week-ends aussi avec 2 victoires, donc ça sera à surveiller de très près. Voilà, on se dirige gentiment vers cette fin de live avec tous les horaires du jeudi au dimanche, des essais libres de F3 jusqu'à la course de Freca et au Grand Prix de Monaco. Vous pouvez screen, j'essaierai normalement, si j'y pense, de le partager sur Twitter. Voilà, donc il y aura des essais, je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi des essais collectifs en Freca le jeudi. Mais voilà, il y a des essais dès demain, c'est génial. Franchement, dès qu'il y a des essais le jeudi, il y a quand même un petit truc à regarder, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Et voilà. J'ai pas mis... Je suis bête, moi. Bah écoutez... C'est quand l'heure de l'Indy 500? Oui, comment fonctionnent les qualifs? Oui, non, mais la course. Drapeau vert à 18h45. 18h45 heure française, le départ de l'Indy 500 avec un seul Français engagé, avec juste Romain Grosjean. Théo Pourchaire ne fait pas l'Indy 500, mais il fera le reste de la saison en IndyCar, on le rappelle. Mais voilà, Indy 500, si vous voulez le noter, c'est à 18h45. Et voilà, la première grosse échéance du week-end, ça sera dès vendredi matin à 11h05, qualification de Formule 3 et voilà, qualification de Formule 2 à 15h10. On fera des lives dans la journée de samedi, ça je vous tiendrai au courant selon ma disponibilité. Très probablement, voilà, samedi après-midi, 14h15 et 14h35, la course sprint de F2 plus la course 1 de Freca. Il y aura un truc sympa à faire. On va essayer de suivre peut-être les deux en même temps. Ça risque d'être un petit bordel, je vous le cache pas. British F4, oui, il y a en effet la F4 britannique, que je suis d'un peu loin, mais il y a des pilotes intéressants. J'en parlerai dans le débrief, je mettrai le classement de la British F4, mais je vous avoue que je vais clairement pas avoir le temps pour regarder ça. Il y a aussi l'Euroformula, l'Euroformula et ses 8-9 voitures, je crois qu'on atteint un record complètement dingue de 9 voitures. Alors ouais, c'est peut-être un sondage que je vais faire. Si on fait vraiment un stream samedi après-midi, est-ce que je fais course sprint F2 et ensuite on regarde la course 1 de Freca avec 20-30 minutes de décalage, ou est-ce qu'on tente de regarder les deux à la fois? Mais j'ai peur que si on regarde les deux à la fois, je pourrais pas vraiment commenter la course comme j'aime bien le faire. Enfin, j'ai pas pu le faire encore cette année, ça me frustre de pas pouvoir commenter les courses avec, la course avec les images, etc. De faire un peu comme à la télé. Ça serait vraiment très chouette. C'est vrai que la programmation est... Après, c'était les horaires provisoires, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'était les horaires qui étaient annoncés par la Freca. C'est pas fou quand même comme horaire, je suis d'accord, puisque je connais pas grand monde qui va prioriser la Freca par rapport à la F2 ou à la F1. Voilà, donc on verra ce que ça donne. D'ailleurs, tu cherches des modos Twitch ou tu en as déjà pris? Je suis ouvert, hein, faites-moi juste... oui, vous pouvez parler en MP sur Twitter pour dire... genre, je recherche pas spécialement de modo. Après, si vous voulez être modo, faites que... voilà, ça fait toujours très plaisir. Hein. Ça fait toujours très plaisir. Donc oui, après moi je préfère les subs. Aucun rapport, le gars qui veut de la thune. Mais voilà, bon en tout cas, merci beaucoup. Donc voilà, Homero, hein, si tu veux être l'un de mes modos, pas de souci, hein, moi je t'accueille à bras ouverts. Donc voilà, je
vous laisse. Je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On a approché une petite moyenne de 40 spectateurs en milieu de live. C'était sympa. J'espère avoir été pas trop redondant par rapport au live d'hier. Euh, voilà, écoutez, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, qui n'ont pas pu voir le live d'hier, bah voilà, vous avez une mini séance de rattrapage. Et voilà, on se retrouve sur Twitter. Ouais, j'ai fait trembler la table. On se retrouve sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok. Il devrait pas y avoir du contenu prochainement, mais voilà, on se retrouve un peu partout. On se retrouve sur Twitch, probablement samedi après-midi. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Encore un live demain. Je vais pas. Je pourrais faire techniquement un débrief des essais, mais des essais libres de Freka, de F3, de F2. Mais bon, la pertinence, je la vois pas. Mais je pense que je ferai quelques tweets. Je ferai quelques tweets pour en parler. Mais non, prochain live normalement samedi après-midi. Je vous tiendrai au courant. Hein. Je vous tiendrai au courant. Et d'ici là, passez une très bonne soirée. Passez un très bon début de week-end. Et voilà, tout le meilleur en espérant que tout se passe bien. Tout se passe bien, surtout voilà, pour les qualifications, notamment à Monaco. On sait que ça va être très important. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez, salut, bonne soirée. Ciao.